Donc, tout le monde est là. Donc, merci à tous. Tout le monde est là, les membres du jury, Dr Providence et M. Ismaël Saint-Amour sont tous présents. Maintenant, je veux savoir si les acteurs principaux sont présents, c'est-à-dire Peterson Chéri et Yann Lelépierre. Est-ce qu'ils sont présents? Oui, je vois déjà, je vois au moins Peterson. Oui, je vois je vois tout le monde. Parfait. Bon, puisque tout le monde est là, eh ben, on commence. Alors, les deux étudiants, Peterson, Chéri et Yann Pierre, avaient à traiter du sujet suivant: mise en œuvre des pratiques DevOps pour la qualité et la fiabilité d'une plateforme éducative en Haïti. Alors, je passe tout de suite la parole aux intervenants en leur disant qu'ils n'ont que 10 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans de trop nombreuses organisations, la dette technique est comme une force de gravité invisible qui ralentit tout le monde. DevOps est le moyen de briser cette gravité. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous sommes honorés aujourd'hui de vous présenter notre travail de recherche intitulé « Mise en œuvre des pratiques DevOps pour la qualité et la fiabilité d'une plateforme éducative en Haïti ». Ce travail a été réalisé sous la direction de M. Ismaël Saint-Amour, que nous remercions pour son engagement rigoureux. Au cours de cette présentation, nous aborderons progressivement ce plan. On aura une introduction dans laquelle on présentera le contexte et la problématique de ce travail. Ensuite, la méthodologie, l'infrastructure et les résultats. On va aussi proposer quelques recommandations stratégiques. Enfin, une conclusion accompagnée des perspectives. Monsieur le Président, le secteur éducatif connaît une mutation numérique sans précédent. Les établissements dépendent de plus en plus de plateformes en ligne pour gérer les inscriptions, les cours, les résultats académiques et communication entre étudiants, enseignants et administration. Or, ces plateformes sont souvent construites dans l'urgence, sans architecture cohérente. Elles souffrent d'une instabilité chronique, c'est-à-dire des pannes fréquentes, des déploiements manuels risqués et une absence en totale de supervision en temps réel, ce que la littérature désigne comme le mur de la confusion entre développeurs et exploitants. Cette situation nous a conduit à poser la question suivante. Dans quelle mesure la mise en œuvre des pratiques DevOps améliore-t-elle la qualité, la fiabilité et la continuité du service d'une plateforme éducative en contexte scolaire haïtien? Pour y répondre, Monsieur le Président, nous formulons l'hypothèse suivante. La mise en œuvre structurée des pratiques DevOps contribue à améliorer la stabilité, la qualité et la capacité d'évolution d'une plateforme éducative en réduisant les erreurs humaines, en accélérant les cycles de déploiement et en renforçant la sécurité des données académiques. Pour vérifier cette hypothèse, nous poursuivons 4 objectifs. Premièrement, c'est de diagnostiquer les fragilités techniques de la plateforme, concevoir un dispositif DevOps justifié par la norme ISO IEC 25010, ensuite d'évaluer ses effets à l'aide de métriques avant-après, enfin de recommander des pistes adaptées au contexte haïtien. Notre architecture répond à 4 critères de la norme ISO IEC 25010. Premièrement, la fiabilité par les tests automatisés et la containerisation, la performance via Docker et le cache Jenkins, la sécurité par les scans SAST
Et enfin, la maintenabilité grâce à Git à l'infrastructure Ascode. Pour mener cette recherche, nous avons combiné 3 instruments selon une approche méthodologique mixte. Grimo, une grille d'observation technique administrée lors des 3 sessions directes sur 10 dimensions. Deuxio, un questionnaire de perception administré avant et après la mise en œuvre selon une échelle de Likert. Et tertio, une fiche de relevé des métriques construite à partir des journaux serveurs sur 3 mois avant l'intervention et 3 semaines après. Le dispositif technique repose sur un pipeline en 5 étapes. Le déclenchement automatique des push Git, la construction de l'image Docker, la vérification qualité par test et analyse SAST, le déploiement sur une stratégie Blue-Green et la vérification post-déploiement par test de fumée et monitoring. Cette architecture repose sur 3 outils. Git pour la gestion décentralisée des versions, GitHub pour la collaboration et Docker pour la containerisation, qui isole les dépendances entre développement et production. 3 semaines après la mise en œuvre complète du dispositif, les résultats sont probants sur l'ensemble des indicateurs mesurés. Le nombre d'incidents mensuels est passé de 14 à 4, soit une réduction de 71%. Le MTTR, le délai moyen de rétablissement, est passé de 72 heures à 8 heures, soit moins 89%. Le taux d'erreur HTTP est passé de 8,3% à 0,9%. Et la satisfaction globale des utilisateurs a progressé de 27 à 88%, soit un gain de 61 points. Au-delà des chiffres, l'expérience des utilisateurs se transforme. La plateforme, autrefois perçue comme instable, est désormais perçue comme disponible, sécurisée et régulièrement mise à jour. Ces perceptions ont été mesurées auprès d'un échantillon de 25 répondants représentant l'équipe technique, les administrateurs scolaires et les utilisateurs réguliers, ce qui garantit une lecture équilibrée entre les différentes parties prenantes de la plateforme. Ces résultats convergent, nous amènent à consolider notre hypothèse principalement comme partiellement validée, et ce, à 3 niveaux. Technique, avec la réduction convergente des incidents, du taux d'erreur et du MTTR. Perception, avec la progression simultanée de toutes les dimensions évaluées. Et qualitative, avec l'adoption de revues de code, de tableaux de bord de monitoring et de réunions post-mortem. Notre étude présente 4 limites que nous assumons pleinement. D'abord, une durée d'observation courte de seulement 3 semaines qui nécessiterait une évaluation à 3 mois puis à 1 an pour confirmer la stabilité des gains. Ensuite, un échantillon limité à 25 répondants sur un seul terrain, insuffisant pour la généralisation statistique. Également, une couverture de test de 78%, laissant 22% du code, notamment la gestion de fichiers, les interfaces d'administration encore à couvrir. Enfin, un contexte spécifique qui limite la généralisation de nos résultats à d'autres plateformes éducatives haïtiennes. Sur le plan technique, nous formulons ces recommandations. Premièrement, d'étendre la couverture des tests à 95% minimum, de mettre en place un environnement de pré-production systématique et de renforcer les sauvegardes
par une réplication géographique hors d'Haïti. Sur le plan organisationnel, nous proposons ces recommandations: de former l'équipe aux outils Git, Jenkins et Docker, d'institutionnaliser les réunions post-mortem sans responsable désigné et de nommer un responsable DevOps chargé du pipeline. En guise de conclusion générale, ce mémoire démontre que la qualité d'un système éducatif numérique ne dépend pas seulement de la technologie choisie, mais surtout de la culture de rigueur, de transparence et de collaboration collective qu'elle installe durablement au sein des équipes techniques. Nous rappelons les résultats obtenus. Les incidents mensuels passent de 14 à 4, le MTTR de 72 à 8 heures, le taux d'erreur HTTP de 8,3 à 0,9 et la satisfaction des utilisateurs de 27% à 88%. Comme perspective, nous envisageons une extension de la couverture de test, une architecture en microservices orchestrée avec Kubernetes et un monitoring avancé avec Prometheus et Grafana dans une logique de mutualisation entre plateformes éducatives haïtiennes. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour vos recommandations et vos questions. Merci Yann et Peterson. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, hein, et par la suite, je peux revenir. J'avais une question à poser, mais en tout cas, votre exposé était clair et je vous remercie pour la qualité de votre exposé. Et puis, votre document semble respecter les normes, même s'il y a encore des coquilles. Mais enfin, vous n'avez pas pris trop de liberté avec le document de présentation de l'IUS. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue Ismaël Saint-Amand pour la collaboration, vraiment, et j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que les difficultés existent, mais on sent bien que ce qu'on fait, quand même, les sacrifices, ça porte. En tout cas, il faut leurs fruits. Je félicite le binôme pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est pour l'exposé. Je trouve qu'ils ont fait un boulot assez intéressant. La deuxième raison, c'est pour le texte. Je trouve que là aussi, c'est du solide. Je pense que certes, il y aura des remarques, je vais faire des remarques et des recommandations, voire même j'aurai 2 questions. Hein? Mais je trouve que dans l'ensemble, ce travail tient la route. Hein? Voilà, félicitations. Je vais commencer par des remarques sur le fond et on comprend bien, effectivement, le président a bien vu, a constaté à peu près la même chose que moi. Sur la forme et sur le fond, il y a une volonté de respecter le canevas. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce que on a pris la peine de rédiger les règles au niveau du conseil académique. Et moi-même, on m'a confié la mission de montrer aux uns et aux autres comment les appliquer. Donc, voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'au moins il y a beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Bon, sur la forme maintenant, je pense que pour le dépôt final, les étudiants auront à compléter leur page de couverture, date exacte de soutenance, etc. Hein? Donc, c'est vraiment important d'harmoniser les majuscules que vous utilisez, hein, dans le texte. Et il y a, si vous voulez, de vérifier
et la conformité de la pagination, alors de la numérotation de préférence avec le canevas de l'IUS. Parce qu'en réalité, pas grave, mais la page de couverture, même si on ne met pas vraiment, on commence pas à partir de 1, d'accord, on ne met pas, ça n'apparaît pas sur la page de couverture, mais ça fait partie du document, d'accord. Bon, là, on dirait qu'ils ont enlevé la page de couverture. Donc, ils commencent directement à partir des dédicaces. Bon, là, on aurait dû avoir autre chose. Bon. Mais c'est important de prendre en compte quand même cet aspect-là, hein, parce que le canevas est clair en la matière. Bon, alors, au niveau de la qualité rédactionnelle, je trouve qu'ils ont fait quand même un travail intéressant, même si il y a des corrections quand même nécessaires à apporter. Par exemple, il y a des accents manquants dans le document, notamment dans certains titres. Je vous invite à relire. Il y a certaines fois, même si ce n'est pas beaucoup, un problème de ponctuation. Il y a quelques phrases qui sont très lourdes, des formulations très lourdes. Je vous invite à relire le travail pour déployer tout ça. Il y a des répétitions également. Vraiment, il y a une relecture à faire pour mettre à niveau le texte global. Même si on reconnaît la qualité vraiment de ce qui a été produit par rapport à d'autres. Alors, si on prend l'introduction, la conclusion et la cohérence du plan, on peut dire que là-dessus, on est satisfait parce qu'on comprend bien qu'il y a dans l'introduction une mise en complexe claire, la problématique, c'est-à-dire les éléments conduisant à la question de recherche, l'hypothèse, les objectifs de recherche. Dans la conclusion, on peut dire qu'il y a une certaine cohérence. Cependant, il faut gérer les transitions. Et c'est là peut-être la plus grande faiblesse sur le plan de la forme du travail. Quand on passe d'une idée à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, il faut trouver les bons connecteurs logiques pour vraiment renforcer ce travail. Il faut aussi fluidifier d'une certaine manière. C'est le style académique. On ne va pas s'amuser à mettre des points, des bullet points, en anglais, comme on dit, voilà. On peut aussi améliorer cet aspect-là. Vous pouvez aussi améliorer cet aspect. Bon, maintenant les tableaux. Je trouve que vous avez compris comment présenter une illustration globalement. Il y a le titre, il y a le corps de l'illustration et la source. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait de cette manière-là, même si certaines images méritent d'être plus claires, plus nettes dans le texte. Il le faut agrandir un peu pour permettre à ce que le lecteur puisse lire ce qui est écrit. Mais globalement, on peut dire que c'est intéressant, cette présentation, les illustrations, la présentation des illustrations. Par contre, je vous invite à vraiment relire les références que vous avez utilisées, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des répétitions et également des références incomplètes. Donc, je vous invite à relire à la fois, à vérifier vos citations dans le corps du texte, mais aussi dans la bibliographie, puisqu'il y a répétition et il y a vraiment des références qu'il faudra compléter. Et je rappelle que dans le canevas, il faut appliquer le style à part. Donc, on aurait, voilà, il y a d'autres styles qui existeraient, mais à l'IS, le conseil a pu avoir ce style-là. Donc, tout le monde doit s'y conformer. Sur le fond du travail maintenant, pour voilà,
aller vite. Je trouve que non seulement le sujet est pertinent, c'est vrai, c'est intéressant parce que ça montre l'importance de ce que vous avez appris à l'IS. Hein? Le seul souci, à mon avis, c'est la délimitation. Hein? On aurait pu être encore plus précis. Hein? Vous auriez pu être plus précis. Hein? Ou la délimitation aurait pu être plus précise. Je ne sais pas. Hein? Il faut peut-être ajouter encore un ou deux éléments de précision dans la formulation du sujet. Pour le cadre conceptuel théorique, moi aussi, j'aime bien ce que, en tout cas, les notions que vous avez mobilisées, elles sont pertinentes. D'accord? DevOps, CICD, qualité logicielle, ISO, les normes ISO, voilà, dans le domaine, on sait ce que ça vaut. La supervision, hein, résilience. Donc, je trouve que c'est quand même des notions assez adaptées à ce que vous voulez démontrer. Il faut cependant renforcer la discussion critique. Et je le dis, c'est vraiment sur le plan du fond, il faut vraiment établir un débat, faire un débat entre les auteurs et éviter que ainsi que cette revue de littérature ne soit pas seulement descriptive. D'accord? Il y a un petit débat à faire entre les auteurs et par rapport à votre terrain d'investigation. D'accord? Donc, c'est très, très important d'ajouter, ça peut être 2-3 paragraphes qui permet à chaque fois un paragraphe à chaque présentation de notions et de théories pour véritablement vous positionner. C'est très, très important de le faire, même si on reconnaît vraiment la pertinence et la qualité de vos choix en matière de théorie, en matière de notions abordées. Sur le plan méthodologique, vous avez opté pour une démarche mixte. Bon, ok, oui, vous parlez des instruments, d'accord? Vous avez bien identifié vos instruments. Il y a une grille d'observation, questionnaire, relevé des incidents, surtout en informatique, relever des incidents, je pense que c'est très, très important. D'accord? Ça veut dire que vous avez pu faire des essais, des tests. C'est très important. Par contre, je vous demanderai de bien préciser, d'insister sur la constitution de l'échantillon. Hein? Parce que c'est ça qu'on demande aux étudiants. Vous êtes dans la démonstration et tout ce que vous allez faire dans un travail de recherche doit être justifié. Ce n'est pas au lecteur de deviner ou de comprendre ou d'imaginer des choses. Donc, je vous demanderai de préciser ces éléments-là, les conditions d'administration du questionnaire, hein, quelles conditions, les périodes exactes de collecte, il faut indiquer ça, et les modalités de calcul des métriques que vous avez utilisées, que je trouve très intéressantes. Il faut mieux détailler tout ça. Donc, je vous invite à le faire pour renforcer le travail. Au niveau de l'analyse, interprétation. Hein? Bon. Je trouve que vous avez là aussi fait un travail intéressant, d'accord? Baisse des incidents, réduction du MTTR, amélioration du taux d'erreur et HTTP, progression de la satisfaction des utilisateurs. Bon, ok. Mais je trouve qu'il faut être plus prudent quand même, hein, dans la discussion. Hein, parce que l'observation post-implémentation prouve que
3 semaines, même si vous avez mis ça dans les limites, mais il faut, dans les propos, dans le corps du texte, il faut être bien plus prudent puisque on comprend, puisque le mémoire de licence à l'IUS, comme dans les grandes universités, il y a un délai, il y a, si vous voulez, une période dédiée. Donc, vous n'aviez que 3 semaines pour tester. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus être trop ferme sur les interprétations. Donc, il faut tester davantage. Donc, quand même, il faut montrer ça. Et pour les recommandations, certes, ce que vous avez dit en termes de pratique, en tout cas, mise en place des plateformes éducatives en Haïti, c'est vraiment, ça peut être intéressant. Les recommandations techniques et organisationnelles également sont pertinentes, mais il faut hiérarchiser davantage. Il faut hiérarchiser les choses parce que les grandes problématiques présentées ici, dans ce domaine-là, c'est selon le coût. Le coût, si on prend moi, j'aurais opté pour cette hiérarchisation, d'accord, selon leur coût, selon leur faisabilité et selon le niveau d'urgence. Donc, je vous aurais demandé d'aborder en tout cas les recommandations de cette manière-là, selon cette hiérarchie. Voilà, Monsieur le Président, j'aurai uniquement 2 questions à poser. Vous affirmez que le nombre d'incidents, j'analyse et puis je vais poser la question, vous affirmez que le nombre d'incidents, par exemple, le MTTR et le taux d'erreur HTTP, ont fortement diminué après la mise en œuvre du dispositif DevOps. OK? C'est ce que vous affirmez. Bon. Pouvez-vous expliquer précisément comment ces indicateurs ont été mesurés? Comment vous avez fait pour mesurer ces indicateurs? Sur quelle source technique ils reposent et quelles limites il faut reconnaître dans leur interprétation. Ça, c'est la première. Alors, une première question avec, si vous voulez, 3 volets. D'abord, on dit qu'il faut préciser ou expliquer les indicateurs, comment vous avez mesuré ces indicateurs-là. Deuxième volet, quelle source technique que vous avez utilisée, que vous êtes reposé. Troisième volet, les limites de leur interprétation. Bon. Deuxième question, Monsieur le Président. Dans un contexte haïtien marqué par des contraintes que tout le monde connaît, contraintes de ressources, de connectivité, de maintenance, voire de sécurité, dans le contexte haïtien, quelles pratiques DevOps ou DevSecOps doivent être priorisées pour garantir la continuité de services d'une plateforme éducative. Sans alourdir, s'il vous plaît, les coûts. Je reprends. Dans le contexte haïtien difficile, problème de ressources, problème de connectivité, problème de maintenance, problème de sécurité, quelles pratiques DevSecOps doivent être priorisées pour garantir la continuité de services d'une plateforme éducative sans alourdir excessivement les coûts. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là. Merci, Monsieur le rapporteur. Mais sans plus tarder, je demande aux étudiants de répondre. Et puis, par la suite, je verrai ce qu'on pourra poser comme question à partir de leurs réponses aussi. Allez.
Vous avez la parole. Vous avez la parole. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président, de nous avoir encore donné la parole. Et pour mesurer l'efficacité de ces pratiques, nous avons mis en place une toolage centralisée et des outils de monitoring intégrés dans notre pipeline. Et nous avons mesuré les indicateurs via Prometheus et Grafana pour suivre en temps réel chaque déploiement et chaque incident. Et les logs système et les rapports d'erreurs générés par nos conteneurs Docker constituent nos sources de données primaires. Vous avez parlé de limites d'interprétation. Nous sommes conscients que la baisse du MTTR dépend aussi de la complexité de l'incident. Et une corrélation ne signifie pas une causalité directe avec de nouveaux processus. Monsieur, merci pour la première question. Ok, monsieur, merci monsieur le rapporteur pour les questions et les recommandations. Et bien que vous alliez un peu trop vite concernant la question, j'ai noté seulement problème écho. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Parce que j'ai noté. Monsieur le rapporteur, vous voulez reprendre la première question? Alors, la première question, c'est bien ça. Non, la deuxième, puisque mon binôme vient de répondre à la première question. Ah oui, sur les incidents, d'accord. Les incidents, ok. On voit bien le contexte haïtien. Dans le contexte haïtien, il y a des contraintes. Il y a des contraintes de ressources, il y a des contraintes de connectivité, il y a des contraintes de maintenance et il y a des contraintes de sécurité. La question, c'est quelles pratiques DevOps ou DevSecOps doivent être priorisées pour garantir la continuité de service d'une plateforme éducative sans alourdir excessivement les coûts. Vous dites? Quelle pratique, dans le contexte haïtien, quelle pratique DevOps ou DevSecOps doivent être priorisées pour garantir la continuité de service d'une plateforme éducative sans alourdir excessivement les coûts. Quelles sont ces pratiques-là selon vous? Ok, merci monsieur le rapporteur. Alors, je dirais dans le contexte haïtien, certes, comme vous l'avez bien mentionné dans la question, il y a des manques, il y a aussi des ressources limitées, où il y a des instabilités électriques fréquentes et aussi des équipes techniques qui sont réduites. Mais pour ces pratiques DevOps, et bon, je vais essayer de donner quelques réponses par rapport à ça. Premièrement, la priorité, c'est toujours la containerisation via Docker. Pourquoi? Bon,
en train de rentrer aussi dans le cours. Docker est un logiciel open source, donc c'est-à-dire que Docker est gratuit, donc léger et résout le problème classique des environnements différents entre le développement et production. Et l'autre partie, c'est concernant l'automatisation du déploiement avec un pipeline CI/CD. Donc, les déploiements manuels via STP ou SSH sont la première cause d'incidents, donc de 70% des cas dans notre étude. Un déploiement automatisé élimine les erreurs humaines et garantit que chaque mise à jour est reproductible. Donc, un déploiement automatisé réduit le temps d'indisponibilité de plusieurs erreurs à chaque minute. Et si une erreur survient, le rollback est immédiat. Et ensuite, il y a aussi les sauvegardes automatisées et testées. Certes, on voit souvent qu'en Haïti, il y a des catastrophes naturelles, d'instabilité électrique et de cyberattaques sont élevées. La première chose, c'est bénéficier avec DevOps pour la continuité, une sauvegarde quotidienne automatisée et permet de restaurer l'intégralité de la plateforme en quelques heures en lieu de plusieurs jours. Et ensuite, la mise en œuvre minimale. Il y a aussi un script qu'on appelle PON qui va exécuter les données des arbres, des fichiers. Et enfin, de stocker soit les informations et les fichiers et en dehors du pays, soit des serveurs distants. Donc voilà, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes les questions? Oui, je suppose. D'accord. Alors, je profite pour vous féliciter de nouveau. Hein. Je trouve que vous avez fait un bon travail et que j'ai l'impression que vous avez surtout compris l'objet du travail et que vous semblez le maîtriser aussi bien stratégiquement que techniquement, je devrais dire technologiquement, je devrais dire. Hein? Je pense que vous l'avez compris d'un point de vue stratégique et d'un point de vue technologique. Donc, je dois vous féliciter ainsi que pour votre exposé. Alors, je vais passer la parole à l'encadreur. Hein, monsieur l'encadreur, je te donne la parole. D'accord, merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président aussi. Donc, tout d'abord, comme disait un de mes professeurs, la technologie n'est rien sans la passion de ceux qui sont au service des autres. Donc, merci, je vous passe le flambeau de la passion. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre travail. Donc, vous avez discipliné, beaucoup de rigueur, mais je n'ai pas beaucoup de critiques, des points de critique très importants à vous faire aussi. Par exemple, les résultats présentés sont convaincants, mais comme disait le rapporteur, la période d'observation après l'implantation, donc comme vous disiez 3 semaines, donc c'est très peu pour évaluer la stabilité ou bien l'amélioration à long terme. Et deuxième point, donc il y a une incohérence dans la définition de CD. Est-ce que c'est déploiement continu ou bien délivrement continu? Donc il faut faire point sur cet angle. Bien que aussi il y a aussi pour les pipelines CD et CI, donc qui sont bien conçus, certains outils, par exemple, vous avez parlé de l'écosystème Jenkins, Git et Docker. Vous avez oublié, par exemple, Kubernetes, Git Action, GitLab, etc. Donc, ils sont très importants aussi. Il faut les mentionner.
Pour la partie DevSecOps, donc ce qui concerne plus précisément la sécurité, donc je trouve que vous êtes trop descriptif dedans. Donc par exemple, vous mentionnez le SAST, mais vous n'avez pas expliqué c'est quoi ça. Et puis il y a une question que je trouve qui est non traitée. La question c'était comment les vulnérabilités spécifiques aux données académiques haïtiennes a été-elle identifiée. Donc vous n'allez pas traiter cette question. Donc je vous recommande à prendre ces critiques en considération, surtout les critiques du monsieur le rapporteur, et d'abord augmenter progressivement la couverture des tests automatisés, notamment les tests de sécurité, et étendre la solution à plusieurs établissements afin d'améliorer la réalité des différents contextes, et intégrer progressivement les pratiques avancées telles que l'observation, les politiques GitOps, plus précisément, soit avec Docker ou bien avec Jenkins. Et décrire des exemples concrets, par exemple les pipelines Jenkins avec des commandes utilisées, ou bien Docker, les commandes utilisées. Donc, pour finir, donc, je tiens encore une fois à vous féliciter. Donc, votre mémoire témoigne une excellente maîtrise des concepts DevOps, une démarche scientifique particulièrement rigoureuse. Comme vous savez qu'en Haïti, donc, on n'a pas la culture DevOps, précisément par exemple, et même au niveau de l'État. Donc, il y a environ 3 ou 4 mois de cela, donc la DCPJ eux-mêmes, ils ont déployé un site web sans faire les tests DevOps, etc. Donc c'était planté. Donc, quand même dans 2 jours. Donc, j'espère que vous allez pas rester là avec ce thème-là, donc aller en profondeur, donc apporter une solution théorique et pratique, une précision pratique à ce problème. Donc, merci encore une fois et félicitations. Donc, merci, monsieur le rapporteur, merci, monsieur le président. Merci, monsieur l'encadreur. Alors, je vais demander aux étudiants, puisque nous avons déjà passé le temps qui nous était imparti, je demande aux étudiants s'ils avaient une dernière chose à dire aux membres du jury. Je remercie Dieu, l'architecte de l'univers. Je remercie les membres du jury. Je remercie mon encadreur. Je remercie ma famille et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Merci. Alors, est-ce que Peterson, tu veux dire quelque chose, oui, Peterson? Oui, effectivement, je dois vous remercier, Monsieur le Président, pour cette présidence. Et merci, Monsieur le rapporteur et Monsieur Providence. Et merci aussi à mon encadreur Ismaël Saint-Amour. Et je dois remercier largement IUS parce que, bon, certes, c'est pas une enquête qu'on a menée pour avoir ces résultats-là, mais je pense et je crois que c'est l'IUS qui donne l'exemple par rapport à ce modèle-là. Et vous avez ouvert bon, je dirais vos bras, bon, pas seulement vos bras, mais une barrière pour nous, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas eu cette chance de soutenir leur mémoire de licence en fin de l'année universitaire. Mais nous, vous nous avez donné cette chance-là. Je dois vous remercier profondément. Et je dois remercier aussi l'administration à l'antenne de Jacmel, Mme Kitia Chéri, Roberto Baggio, Nicolas. Merci aussi à SAT et son design, à Antonio Solis, Maître Péan. Et merci aussi à Mesdames Medina. Merci beaucoup.
Voilà. Merci. Excusez-moi, monsieur le Président. Et merci aussi à mes soeurs qui sont dans l'assistance et à ma future femme. Merci beaucoup. Comme ça, elles sont sûres que tu ne les as pas oubliées. Voilà. Alors, je voulais dire au directeur de mémoire, le collègue Ismaël, ainsi que l'encadreur, le rapporteur, s'ils avaient quelque chose à rajouter, je ne sais pas moi. Alors, je voulais rappeler aux étudiants, avant de demander la main de qui que ce soit, il faut avoir l'autorisation ou l'accord du président de l'IS, et ça va m'engager uniquement, et du responsable académique. Il n'a pas à répondre, mais il faut nous demander. On est d'accord. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment on apprécie et on aime tout le monde et on apprécie vraiment ce côté-là, cette collaboration. Merci aux collègues, merci aux étudiants de continuer à travailler pour faire rayonner l'IUS. Voilà. Et puis, sans mon autorisation, pas de mariage. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée à tous.